Alors, première question. Tiens, qu'est-ce que c'est ceci? Pourquoi la filière alors, oui, vous m'entendez? Oui. Pourquoi la filière de biofuel à base de méthane industriel ou agricole, pouvant être produit un peu partout, n'est pas autant promue que l'hydrogène? Alors, c'est une question à celui de vous 2 qui veut répondre. Je pense que tous les 2 vous pouvez répondre, l'un ou l'autre. Qui veut? Philippe, je te laisse. Oui. Bon, le méthane, effectivement, il apparaissait dans mon tableau, mais je n'ai pas beaucoup détaillé. C'est effectivement une voie possible. Alors, ça reste une voie non dropine, hein, puisque quelque part, ben, enfin, pas quelque part, d'abord, c'est un gaz qu'il va falloir stocker sous forme de liquide cryotechnique aussi. L'avantage par rapport à l'hydrogène, c'est que la température de stockage est supérieure, ce qui limite les problèmes. Euh, Après, le méthane, c'est un petit peu la difficulté, c'est qu'effectivement, on peut le produire effectivement à partir aussi de biomasse. Après, ce sera comparé à l'avantage de plutôt faire directement un biocarburant à partir de la biomasse. Au final, c'est un peu ça la question. C'est qu'est-ce qui va être plus intéressant du point de vue du rendement global et de la disponibilité. C'est puisqu'on peut déjà faire un biocarburant, parce que c'est de le passer en forme de méthane. Alors le méthane, il est évoqué aussi dans les scénarios de décarbonation parce qu'il a un avantage, c'est que le méthane, déjà par sa composition, un CH4, il n'a pas le même rapport CH qu'un hydrocarbure, et donc intrinsèquement, il émet moins de CO2 à isodégagement d'énergie qu'un hydrocarbure de type kérosène. Donc, le méthane, c'est quelque part le gaz naturel. Enfin, le gaz naturel contient beaucoup de méthane. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait d'ores et déjà introduire en partant du fossile, avec déjà un gain d'efficacité, puis monter progressivement vers une composition purement renouvelable. Alors, soit à partir de biomasse, mais enfin, dans mon tableau, on voyait aussi que le méthane pourrait aussi être produit comme électrocarburant, hein. Des électrocarburants, on peut faire du PTL, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle du power to gas. Donc, on a différentes voies possibles. Ensuite, il faut déterminer celle qui va représenter le meilleur compromis en termes de rendement énergétique global sur toute la chaîne et d'impact sur les infrastructures. Avec aussi un petit inconvénient pour le méthane, c'est que les fuites de méthane sont vraiment à proscrire compte tenu du global warming power, enfin, de l'effet réchauffant, l'effet de serre que peut entraîner le méthane. Donc, ce n'est pas complètement exclu, mais ce n'est effectivement pas la voie la plus regardée actuellement. Oui, merci Philippe. Alors, j'ai une question pour les 2 intervenants. Peut-on réellement compter sur le volontarisme des industriels pour une réduction des émissions, alors même que le secteur est exempté de normes très contraignantes, voire les normes automobiles? Pour l'un de vous 2, qu'est-ce qui se lance? Bah, Allez, Patrick, peut-être maintenant. Patrick, à ton tour. Oui, c'est toujours délicat pour un chercheur de répondre à des questions un peu politiques. Vous êtes entré dans la politique tout à l'heure. C'est vrai, c'est vrai. Donc je vais poursuivre. Ce qui s'est passé avant la pandémie et le fameux fly scam, je pense que c'est un peu aussi la réaction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement la politique d'un côté, les industriels, il y a aussi le public qui voyage. Quand on demande à bord d'un avion, est-ce que vous seriez prêt à payer plus, 80% des gens répondent à ces sondages et disent oui. Dans la réalité, on en retombe à peut-être 1 ou 2%, mais il y a quand même une volonté. Donc après, il faut trouver l'outil le plus adéquat, et c'est, je crois, en ce moment ce qui bloque. C'est-à-dire que la question, c'est pas est-ce qu'on va introduire une taxe ou l'outil doit être trouvé. Je suis pas là pour, je n'ai pas la réponse, mais il va être trouvé. Je pense, Patrick, qu'on y reviendra dans la table ronde Voilà. des CTO là, tout à l'heure. Alors, j'ai une question Alors, beaucoup plus facile. Si je peux ajouter, Oui. si je peux me permettre, Xavier, sur ce point de réagir aussi, je dirais que ce n'est pas tout à fait vrai de dire qu'il n'y a pas de normes dans l'aviation, hein, parce qu'il y a déjà depuis un certain temps toutes les normes sur ce qu'on appelle le cycle LTO, à la décollage. Maintenant, il y a l'OACI qui a mis en place un standard CO2.
Alors c'est le début de ce standard et pour l'instant il n'est peut-être pas très contraignant, mais on peut imaginer qu'il évolue vers quelque chose de plus contraignant. Et une dimension dont il faut absolument tenir compte dans le secteur du transport aérien, c'est qu'il est hautement international. C'est beaucoup plus facile d'imposer des normes sur un marché fermé comme celui de l'automobile. On utilise notre automobile principalement en France, éventuellement dans les pays limitrophes d'Europe, mais même à l'autre bout de l'Europe, on ne l'utilise plus. Donc c'est beaucoup plus facile d'imposer des normes dans ce cadre-là que dans un cadre totalement international où il faut quand même bien réaliser que la préoccupation environnementale, elle n'est pas au même niveau des agendas politiques dans toutes les régions du monde. Donc c'est aussi une des difficultés dont il faut tenir compte. Ok, merci. Oui, oui. Alors, je vais vous poser une question qui va être facile, celle-là. Y a-t-il des différences importantes de pouvoir calorifique entre les différents types de SAF? Moi, je connais la réponse, je crois. Courte, oui, Non. oui. Non, il n'y en a pas. Oui, quasiment pas. Voilà. Alors, Enfin, si, c'est même une petite précision. Ça va plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire que bon, ok, l'énergie non, spécifique est souvent un peu au-dessus oui. et ça pourrait permettre un gain de 1 ou 2 par exemple en MTOW, donc Maximum Takeoff Ah, Weight, ouais, c'est toujours bon à prendre, oui. Alors, qui n'est pas encore utilisé, mais une question un peu plus exotique. Avec l'hydrogène, est-ce que l'on n'a pas des problèmes de pertes exo-atmosphériques qui, en cas d'utilisation massive, auraient pour effet de réduire la quantité d'eau de la planète? Ah ah. Alors, qu'est-ce qui se lance? C'est un risque que je n'ai encore jamais vu évoqué. Je ne sais pas si quand on émet des gaz dans la haute troposphère, il y a réellement un risque qu'ils quittent l'atmosphère, les couches supérieures. Là, je n'ai pas du tout la compétence pour répondre sur ce sujet-là. Oui, par contre, oui, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une des vraiment les recherches sur l'utilisation de l'hydrogène directement dans l'aviation et donc l'émission de vapeur d'eau et ensuite d'eau à ces altitudes est un des grands sujets de recherche actuels. Donc, et on en saura plus certainement après ces quelques années de recherche dédiées à ça. Et on le regarde quand même plus sous l'angle de l'impact sur les traînées de condensation, sur les NOx, que sur cette question de la fuite possible. Je ne sais pas d'ailleurs, a priori, on pourrait se poser la même question avec le CO2. Quand on émet du CO2 dans la très haute atmosphère, est-ce qu'on ne court pas le risque qu'on perde du carbone à l'extérieur de l'atmosphère? J'ai l'impression que la réponse est non. Hein. oui, mais oui, je sais qu'il y a assez longtemps maintenant, une vingtaine d'années, il y a eu des études assez sérieuses parce que des gens qui se demandaient si l'hydrogène montant n'allait surtout pas entrer en réaction avec les couches d'ozone et dévorer la couche d'ozone à belles dents. Et bon, des études ont été faites là-dessus et apparemment, ça ne serait pas le cas, même s'il y a des fuites d'hydrogène un petit peu partout, notamment l'hydrogène liquide qui s'évapore. Donc apparemment, ce ne serait pas le cas. C'est ce qu'on disait il y a assez longtemps. Voilà. Alors maintenant, nous sommes tenus par le temps. Nous avons encore 1 minute. Est-ce que l'un de vous deux peut ajouter un petit mot? J'ai plus le temps pour une vraie question. Ravi d'avoir participé, très intéressant. Et on attend d'autres questions. Bon, alors et maintenant, rendez-vous dans 20 ans pour voir ce qui s'est effectivement passé. oui, on voit que ça démarre tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il va falloir mettre un grand coup d'accélérateur. Mais ce que j'ai apprécié, c'est ce que disait Patrick sur le fait que si on part du côté des SAF, on peut quand même démarrer très vite. On n'a pas besoin d'avoir des nouveaux avions. Et ça fait quand même une sacrée différence si on raisonne en termes de budget carbone, comme nous le disaient nos interlocuteurs de ce matin. Voilà. Bon, maintenant, nous allons faire un break. Merci à tous les deux. Un break de 5 minutes. Donc, merci à tous les deux d'avoir participé de cette manière. Et donc, à suivre dans 5 minutes avec Axel Krein.